Donc là, vous voyez donc le plan, enfin, ce que je vais raconter pendant cette revue de projet. C'est pareil, sprint review, ça fait un peu anglais, donc on va dire revue de projet à partir de maintenant. Donc, on a essayé donc d'étendre les capacités de reconnaissance d'EasyParse au niveau des plateformes. On a, selon deux axes, donc favoriser en fait ce que j'appelle l'écosystème d'EasyParse, c'est-à-dire écrire vraiment bien, documenter, de savoir comment on allait faire pour savoir reconnaître plus de plateformes, et puis aussi développer des parseurs. Donc les deux axes, on les a menés en parallèle. Sachant que en documentant l'analyse d'une plateforme, l'objectif c'était de faire que des collaborateurs d'un profil documentaliste puissent comprendre la procédure pour y participer. Donc, ça a impliqué de mettre cette documentation en ligne, et c'est pour ça que, donc je vous montrerai tout à l'heure, on a enrichi en fait les pages analogiques. Donc, analogique, je vous rappelle que c'est la version portail du projet, et donc dans laquelle il y aura une instance d'EasyParse, et donc c'est là qu'on documente comment on utilise EasyParse. Donc on a enrichi ces pages de documentation d'analyse d'une plateforme pour que les documentalistes, enfin n'importe qui, puisse s'y référer et puis voir comment on peut faire pour collaborer à l'élaboration de la reconnaissance d'une plateforme et donc de la construction d'un parseur. Donc on a fait ça on avait l'objectif de le faire pour plein de plateformes, on a réussi à le faire pour 4 plateformes. Bon là la quatrième elle est presque terminée là, mais bon, on l'a pas encore comité. Et en fait ce qui se passe c'est que les plateformes qu'on a retenues, enfin qu'on a faites pour l'instant, donc c'est des plateformes qui résultent en fait de la priorisation de la collaboration avec l'université. Donc on avait fait une liste des plateformes à analyser. Donc il y a Philippe Schaeffer qui vient d'arriver. Et en fait, les plateformes qu'on a mis en place, la reconnaissance des plateformes qu'on a mis en place sont chacune un peu d'un type différent, mais c'est les 3 types qu'on va être amené à traiter ça représente les 3 cas principaux qu'on va avoir à traiter. Donc ça va être, il y a une plateforme sans base de reconnaissance, c'est celle de Science Direct. Maintenant, Science Direct, on peut se débrouiller pour avoir l'identifiant de la revue dans l'URL. Donc il y a l'ISSN dans l'URL, donc on n'est pas obligé d'avoir une base de connaissances. La base de connaissances, c'est ce qui fait une correspondance entre un identifiant interne au niveau de la plateforme et puis un ISSN ou quelque chose de normalisé. Donc ça c'est le deuxième cas qu'on a traité, c'est pour NPG, Nature. Nature, en fait, dans l'URL, il y a effectivement un identifiant, mais cet identifiant, il est propre à la plateforme, et donc il faut le mettre en correspondance avec un ISSN ou quelque chose de normalisé. Donc ça c'est le deuxième cas pour Nature. Et puis, on a aussi des plateformes qui sont qu'on appelle mono-revues, et là c'est plutôt du type EDP Science. C'est en fait un type qui correspond à une revue. Mais en fait, pour EDP Science, on a toute une série de sites donc, qui ont des sous-domaines différents, mais qui ont un fonctionnement identique, qui fait que toutes les URL se ressemblent, ont des aspects similaires, et donc les expressions régulières sont communes. Donc voilà en fait ce qu'on a fait au cours de ce sprint, les principales fonctionnalités. Alors on a rassemblé tout ça en famille de fonctionnalités, ce qu'on appelle les épiques. Donc les épiques, pour pouvoir faire tout ça, donc il a fallu qu'on détermine quels étaient les parseurs communs entre l'INIS et l'Université de Lorraine. On les a
priorisées. Donc on en a fait une liste, et puis on a commencé à traiter au fur et à mesure celles qu'on considérait comme prioritaires. Donc ça, bien sûr, c'est un travail qui va se poursuivre tout au long du projet, et je pense particulièrement aussi dans le prochain sprint. On a aussi traité les parseurs multilangage. Donc, je disais tout à l'heure que dans ce sprint, on a essayé de travailler l'écosystème d'EasyParse, c'est-à-dire faire un maximum d'efforts pour faciliter le travail des gens qui voudraient collaborer. Et donc, c'est pour ça qu'on a non seulement on a écrit des parseurs, mais en plus on a écrit le même parseur dans plusieurs langages différents pour faire un exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait se mettre à écrire un parseur qui est spécialisé en PHP, et bien là, il a à disposition un exemple de parseur en PHP, sachant que, bien sûr, EasyParse, le langage de base qu'on a retenu, c'est JavaScript, avec Node.js. Ah, bon, c'est un peu technique, mais bon, les informaticiens comprendront. Donc, c'est JavaScript le cœur du langage d'EasyParse, mais on est capable d'utiliser des parseurs dans d'autres langages. Alors, on a architecturé ça de façon à ce que les parseurs fonctionnent en mode commande, ce qu'on appelle en mode de commande, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants. C'est-à-dire que c'est une espèce de filtre, on tape une commande et on passe en entrée un fichier qui contiendrait des URL, et en sortie, le parseur va renvoyer ce qu'il a reconnu de ces URL, voilà, les éléments d'identification de cette URL. Et donc EasyParse appelle successivement les parseurs des plateformes qu'il reconnaît. On a donc traité aussi l'architecture des bases de connaissances. Donc pour savoir, quand on doit faire la correspondance entre cet identifiant interne qui est propre à chacune des plateformes et puis l'identifiant normalisé, l'ISSN, qu'est-ce qu'on met comme information? Bon, on a vu on a convenu qu'on retenait donc forcément l'identifiant interne qu'on appelle le PID, qu'on mettait en correspondance avec un ISSN ou éventuellement un ISBN ou un EISSN, un ISSN électronique, et puis un titre pour la visibilité des fichiers qu'on aurait à manipuler. On a travaillé aussi sur le format de sortie d'EasyParse, donc toujours dans cet esprit de faciliter l'utilisation et de montrer ce qu'il est capable de faire EasyParse. Donc en particulier, EasyParse, au départ, dans le MVP, le produit minimal viable, on travaillait en JSON, qui est le format qui permet de sérialiser des données en JavaScript, qui est assez, maintenant, qui est presque devenu un standard. Mais bon, c'est pas forcément lisible et exploitable par monsieur tout le monde. Donc on a décidé de passer à un format CSV, qui est donc un format texte, séparé par des virgules, qui est aisément générable ou intégrable par des tableurs de type Excel. Donc là, en sortie d'EasyParse, on peut avoir un fichier CSV qui peut être ouvert dans un fichier Excel, sous forme d'un fichier Excel. Donc on a aussi fait de la communication sur EasyParse dans le sens où on a enrichi donc, le site analogique, qui était documentation et tout ça, et qu'on a inclus dans communication sur EasyParse. Et puis les outils EasyParse, donc c'est aussi là donc cet écosystème autour d'EasyParse, c'est ce qui consiste à faciliter la vie. Donc le cœur d'EasyParse, c'est une application qui est de type REST, qui utilise le protocole HTTP pour les entrées, les sorties. Et donc, on a essayé de mettre des outils qui facilitent les appels à EasyParse, dont je vous montrerai, pour envoyer un fichier, pour récupérer les données, etc., pour anonymiser les fichiers de log, tout ce qui est manipulation des fichiers de log. On a fait quelques outils. Là, je vois que je prends du temps. Donc, ce que je voulais vous montrer, donc c'était Analogy. On a fait une installation EasyParse sur Analogy.
là, on a documenté l'usage de EasyParse sur Analogix. Donc, à travers, donc là, on renvoie sur l'installation locale d'EasyParse sur Analogix. Et puis, donc, on a documenté à travers cette rubrique analyse de différentes plateformes éditeurs. Donc là, sur cette série de pages, c'est là où on explique en quoi consiste la procédure d'analyse d'une plateforme. Donc, cette page va être en constante évolution. On explique comment faire, on détaille la procédure. Donc là, on détaille la procédure en disant qu'elle se déroule en deux grandes étapes. La première qui est celle d'analyser la plateforme proprement dit, c'est-à-dire on se connecte sur le site et on va regarder tous les types de ressources qui vont être disponibles sur cette plateforme pour essayer de reconnaître les URL qui permettent d'interroger ces ressources. Donc il y a toute une procédure qui permet donc vraiment de mettre à disposition les informations qui vont permettre de faire la deuxième étape qui va être l'écriture du parseur. Alors, pourquoi on fait un fichier qui va contenir des URL et puis pas mal d'informations? C'est parce qu'on veut aussi tester, valider les parseurs qui vont être inclus dans EasyParse. On associe à chaque parseur un fichier qui va permettre de valider en fait le fonctionnement de ce parseur. Donc c'est un peu qu'on essaie d'expliquer dans le schéma qui est en dessous. On aura donc un fichier qui va donner le nom de la plateforme, une version qu'on écrit sous forme d'une date. Donc l'extension .csv, ce fichier va être sous forme de lignes séparées par des points-virgules. Et donc, la procédure de test et de validation de la plateforme, du parseur, pardon, va utiliser ce fichier de deux façons. La première façon, c'est qu'elle va prendre la colonne URL et avec cette colonne URL, c'est les URL qu'on peut envoyer au parseur. Donc, c'est ce qu'il est susceptible d'analyser. Et dans le même fichier, il y a une partie résultat attendu qui fait que en face de cette URL, eh ben, on dit qu'est-ce qu'on s'attend à pouvoir reconnaître par le parseur. Et donc, la procédure de validation de la plateforme va prendre la colonne URL, elle va l'envoyer au parseur, donc elle va avoir un résultat suite au traitement du parseur, traitement des URL par le parseur, et on va comparer ce résultat obtenu avec le résultat attendu du fichier, donc en correspondance de chacune des lignes, et c'est ça qui va permettre de valider la plateforme. Et donc ça, cette commande-là, donc c'est dans l'environnement EasyParse, hein, on utilise le makefile, donc il y a une commande qui s'appelle make test platform, et qui va lancer toute la série de tests des plateformes, de validation des plateformes qui sont implémentées dans EasyParse. Donc voilà, ça c'est la partie reconnaissance d'une plateforme. On a mis des modèles de fichiers Excel pour voilà, qui dit ce que doit contenir en fait le fichier. Donc là, à partir d'un fichier Excel, on peut imaginer que l'utilisateur qui va analyser la plateforme va d'un côté mettre toutes les URL des ressources qu'il explore, avec en correspondance ce qui est censé être reconnu. Et éventuellement, s'il y a une base de connaissances qui est associée à cette plateforme, c'est dans cet onglet-là qu'on va mettre en correspondance les PID, les identifiants propres à la plateforme, avec les ISSN, enfin les identifiants normalisés qui correspondent au titre qu'on est censé reconnaître.
Excel, on va avoir la possibilité de faire un enregistré tout, des fichiers CSV qui seront donc utiles pour valider le parseur. Hein? Donc, ça, c'était la partie importante donc d'analyse des plateformes. On parle tout de suite, oui. En fait, ici, il y a une petite subtilité dans cette page. Cette page, elle est dynamique. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a, donc je vous ai expliqué la procédure d'analyse d'une plateforme. Et donc, bien sûr, quand on veut analyser une plateforme, il faut regarder quelles sont les plateformes qui sont déjà analysées. Donc là, on voit qu'il y en a 3. Peut-être qu'on a fait. Et puis, en cours, il y en a une, c'est celle de Singer. Alors, cette partie-là, elle est statique, c'est-à-dire que on l'a tapé, on l'a édité. Alors que ici, en fait, on édite cette liste en interrogeant EasyParse. Donc EasyParse fonctionne selon le protocole REST, et donc on est capable de l'interroger et de dire quelles sont les plateformes que tu sais reconnaître. Et donc, il renvoie une réponse, et donc avec une petite requête jQuery, on obtient cette liste. Donc, je pourrais faire le test, en fait, que ça marche, je fais ça. Donc là, j'ai une fenêtre à côté sur laquelle je suis connecté sur la machine qui héberge à l'analogique, dans lequel il y a un EasyParse qui tourne. Je me rends compte que je n'ai même pas testé. Ah, voilà. C'est pour illustrer, j'ai éteint EasyParse dans l'environnement analogique. Et là, il ne répond plus. Donc, effectivement, là, je crois qu'on met un petit message d'erreur, enfin un petit message d'avertissement. Mais ça veut dire que, donc là, si je vais faire encore pire, je vais faire un... Donc là, en fait, on est analogique et on n'a pas du tout d'EasyParse. Je vais faire un petit rappel du sprint précédent. En fait, je vais vous montrer que c'est vraiment, on a vraiment tapé. Là, je clique ici. J'ai pas l'habitude de m'en servir. Donc normalement, un copier-coller, ça le fait, mais... Donc là, en fait, n'importe qui a l'environnement, pardon. Il y a un environnement unique, donc éligible. Donc on a vu que ça allait jusqu'au max. Donc, peut lancer ces commandes-là et assez rapidement, donc, on va avoir une installation. EasyParse. Voilà. Donc là, je
pouvoir lancer l'application. Voilà, il est lancé. Je peux le tester. Voilà, les tests passent. Test plateforme. Voilà. Bon, je suis désolé, c'est pas très visible, mais en fait, il y a eu 3 plateformes qui ont été testées. Et puis, si je reviens sur ma fenêtre de tout à l'heure, et que je reload, voilà, c'est revenu. Donc là, en fait, il y a le web service EasyParse. On a la réponse des plateformes qui sont analysées. Et donc, dans la description d'un parseur, il y a un fichier qui s'appelle manifest.json qui contient un certain nombre d'informations et qui permettent de donner des informations sur la plateforme, en particulier, par exemple, l'URL où est documentée la plateforme, donc, qui renvoie sur Analogist, qui va être cette de ce type-là, et donc qui décrit comment on fait pour reconnaître les URL. Et donc c'est cette information-là qui est utilisée pour écrire le parseur. Voilà. Donc là j'ai un petit peu dispersé, j'ai copié un chapitre. Les outils autour du EasyParse. Alors, donc si je reviens sur Analogist, donc là je vous ai montré en fait qu'on avait documenté comment analyser des plateformes, donc via cette rubrique. Donc, je vous ai montré aussi qu'on avait une instance d'EasyParse sur Analogist, et donc là en fait on a un lien qui renvoie sur cette instance. Et donc là on se retrouve via une URL propre à EasyParse dans l'EasyParse qui est installé sur Analogist. Et donc, cet EasyParse aussi, il est auto-documenté. Donc, dans les sprints futurs, on sera amené à développer cette partie-là. Il y a par exemple un formulaire pour déposer des fichiers de log. Là, ce qu'on a développé comme rubrique pour l'instant, c'est donc la documentation. Et donc, EasyParse est auto-documenté dans le sens où il expose quels sont les prérequis pour l'installation, quelle est la procédure d'installation, donc ce que je viens de faire, les tests, le lancement du serveur, et puis donc la documentation dédiée au développeur, donc le développeur qui va vouloir faire un parseur, qu'est-ce qu'il va avoir à sa disposition, on va lui dire comment faire, comment utiliser Git, parce qu'il va falloir utiliser Git, les tests, etc., ce qui est nécessaire. On explique aussi donc là l'écriture du parseur, comment on fait avec les liens vers les exemples dont je vous parlais tout à l'heure, les exemples de code. On précise aussi que doivent contenir les fichiers qui vont permettre de faire les tests de validation du parseur en termes de type d'événements de consultation reconnus. Ce que j'évoquais tout à l'heure, le fichier manifest.json qui va permettre de décrire le parseur et donc qui va être utilisé par les web services pour donner des infos sur EasyParse. Et puis les principes de gestion des bases de connaissances. On peut aussi générer une version d'EasyParse. Là, ça fait des schémas qui expliquent le fonctionnement. Et puis donc là, j'ai un petit peu zappé cette section. Donc les outils, l'écosystème autour d'EasyParse, donc pour faciliter les développements, en particulier, première chose, injecter des logs. Donc on a une commande qui permet d'injecter des logs. Là, si on a par exemple une log compressée, on fait un logcat et puis on fait un pipe de log injector et ça va envoyer des logs sur le web service d'EasyParse. Log extractor, on pourrait extraire des champs d'un fichier de log, donc pour reconnaître des URL, pour extraire des
anonymizer, c'est pour en fait les fichiers de log, il y a une partie qui identifie l'utilisateur, hein, c'est le rôle de proxy. Donc il y a un des champs qui permet d'identifier l'utilisateur. Si on veut mettre à disposition, si on veut montrer des fichiers, bon, il peut être bon d'anonymiser en fait les données, et donc ce script-là le fait. CSV extractor ou CSV totalizer, ça permet en fait de manipuler des fichiers CSV, en particulier quand on veut extraire un champ du fichier CSV. Typiquement, les fichiers qui sont fournis avec une plateforme normalement sont en CSV, contiennent une URL, contiennent un type d'éléments de consultation, etc. Si on ne veut que la colonne URL pour tester le parseur, on se sert de CSV extractor. CSV totalizer, c'est on lance un fichier de log via log injector à EasyParse. EasyParse va produire le résultat via un flux en CSV. On est content, sauf qu'on veut voir un petit peu ce qu'il y a dans ce CSV. On utilise la commande CSV totalizer qui va en fait faire des premiers cumuls, dire voilà, bah, dans le flux qu'on a eu, dans le fichier CSV qu'on a eu, si on analyse juste un fichier CSV, eh ben, il y a tant d'événements de consultation, il y a eu tant de login, il y a eu tant de PDF reconnus, etc. Donc là, j'ai une petite commande qui va peut-être montrer tout ça. Ouais, je réussis à faire le copier-coller, ça va pas être super. Je suis. C'est bête. Ah, c'est trop long. D'accord. Ah, bon. Ça va peut-être le faire. Donc là, j'ai retrouvé un peu dans l'historique des commandes, une commande qui en fait va chercher un fichier, et l'injecte. Non, c'est pas qu'il est trop gros, c'est qu'il n'est pas anonymisé. Donc en fait, là j'ai un fichier donc compressé qui contient une journée de consultation de vidéolib. Il est compressé, donc on applique un Z4 dessus, c'est-à-dire qu'on veut l'envoyer sur l'entrée standard décompressé. On le passe à log injector, qui lui va donc prendre ce flux et l'envoyer sur EasyParse. Et donc le flux qui est retourné d'EasyParse, donc qui est donc un flux en CSV, va être passé à CSV totalizer, qui lui va faire le cumul un peu de tout les colonnes en fait du flux CSV qui est envoyé. Je crois que ça prend 2-3 minutes, hein, selon un peu moins de 2 minutes pour une journée. Alors je ne sais plus quel est le volume, mais je pense que c'est plusieurs mégas de données. Donc c'est vraiment bête cette histoire de copier-coller. Justement, on passe son temps là, si je peux me permettre une petite question. Comment se fait le matching entre les lignes de log
et le parseur en mode commande qu'il faut envoyer. En fait, là, le parseur, lui, son rôle, c'est juste de prendre des URL et de regarder dans ces URL quels éléments d'identification il est capable d'extraire. Et donc, le parseur, en mode commande, lui, on sait déjà qu'il est censé reconnaître un certain domaine. C'est-à-dire, il y a le parseur Science Direct, le parseur SD, il va reconnaître forcément www.sciencedirect.com, et en fait, c'est des choses qui sont décrites dans le manifeste.json qui décrit le parseur. C'est la réponse à ta question. Non. C'est pas tout à fait ça. L'orientation, en fait, dans le fichier de log. Dans le fichier de log, effectivement, tu as une URL. Oui. Cette URL a un nom de domaine. Oui. Donc à partir de ce nom de domaine-là, tu vas lancer le gros parseur, le parseur qui correspond, qui va bien analyser ça. Et bien pour faire ce lien, c'est à partir du manifeste.json des parseurs qu'on sait faire l'orientation. Dans le manifeste.json, on dit, ben voilà, ce parseur-là, il est valide pour tel domaine. D'accord, mais là on parle d'une source différente, c'est-à-dire que c'est le fichier de log que l'on lit ligne à ligne. Oui. Tu lis une ligne avec une URL, envoie quel parseur? Ben, selon comment on fait les parcours tous? Tu regardes. Ah, tu les parcours tous. En fait, oui. C'est ça ma question. On va faire, on va parcourir tous les manifestes.json qu'on trouve, et avec ça, on va faire une liste à tel parseur, enfin tel domaine, va correspondre tel parseur. Donc du coup, quand on chope une ligne de log, on va extraire l'URL du domaine, et voilà. D'accord, ok. Donc vous mobilisez tous les parseurs à chaque fois. Voilà. Ah. Pour chaque ligne, tu vas parcourir tout. C'est plus rapide, c'est le début du parsage. Et Si jamais il y a un réservoir final. C'est-à-dire un réservoir final. On se rend compte déjà qu'ils font ça des fois, ils sous-traitent en fait l'hébergement sur les documents. Mais juste là, enfin, j'ai remarqué que quand on avait deux fournisseurs différents au niveau frontal, on est en fait la même URL, le même genre d'URL en finale dans le réservoir. Ouais, donc alors en fait, c'est possible. Oui. Ça peut arriver. Eh ben, c'est un peu le troisième cas. Au début de la présentation, j'ai expliqué qu'on avait trois types de parseurs. On a les parseurs qui fonctionnent sans base de connaissances. Donc, en fonction de l'URL, on va dire voilà, l'URL est décrite de cette façon-là, l'identifiant est dans l'URL. La deuxième façon, c'était de dire il y a à cette URL-là, l'identification elle est dans l'URL, mais il faut faire une correspondance, donc on a une base de connaissances. Et le troisième cas, c'est on a tout un tas de sites qui ont des URL, des noms de domaines différents, de sous-domaines différents, mais qui fonctionnent de la même façon. Donc là, on les rassemble de tous. Non, là, moi, en fait, je suis souvent dans la problématique inverse. C'est-à-dire, là, ce que tu décris, c'est un fournisseur, plusieurs réservoirs spécialisés par l'homme de... qui sont sur les sous-domaines. Sur les domaines fournis par le fournisseur. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le même, des fournisseurs différents sous-traitent l'hébergement, si tu veux, des articles chez le même hébergeur. On va raisonner par plateforme, parce que par fournisseur. Oui, on raisonne par plateforme. Donc, il pourra très bien être dans la même liste, si tu veux, même si c'est des fournisseurs différents, mais ça sera des plateformes qui fonctionnent de la même façon. Une plateforme comme le News, par exemple, donc, après, je pense qu'on a toutes les possibilités. On peut même analyser avoir plusieurs façons d'analyser des plateformes différentes. Normalement, on vient dans tous les cas. Sur deux plateformes différentes. De toute façon, il a été accédé à un instant T
par une seule plateforme. Donc c'est cette URL-là qui est dans les logs. Enfin, cette URL-là, si tu veux, tu vas c'est le même réservoir qui héberge ce document qu'on détermine pas, gère. Oui, mais à ce moment-là, il y aura une plateforme pour nous, au sens analyse, reconnaissance et voilà. C'est comme si c'était un code éditeur. Alors après, en réponse à l'analyse, il y aura un flux CSV qui comprendra un identifiant, et cet identifiant-là, c'est avec cet identifiant-là qu'on montrera en fait l'information de quelle plateforme ça vient. Quel éditeur de la plateforme. Il peut y avoir dans ce cas-là, c'est carrément en fait, si tu veux justement il y a une identifiant chez le fournisseur qui permet d'accéder aux documents chez le réservoir. À partir d'un numéro chez le fournisseur frontal, d'accord, et de l'identifiant de l'éditeur, réponse. C'est là, mais donc tu auras peut-être intérêt à après, effectivement, on aura peut-être. Dans ta base de connaissances, effectivement. A priori, là, on a dégagé 3 grands types de parseurs, mais il se peut qu'on découvre d'autres cas de figure. À ce moment-là, on s'adaptera. Pour l'instant, dans ceux qu'on a eu à traiter, on n'a pas encore, on couvre tous les textes. Voilà. Donc là, si je reviens à la présentation, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc on a eu un flux CSV et on a passé donc à CSV totaliseur. Puis là, par exemple, on voit juste la fin, parce que c'est l'affichage sur la sortie standard. On voit que on a eu un certain nombre, 2334 consultations de sommaires, 3492 PDF, 3066 textes, 94 consultations de type book, 23 book séries, 2 consultations de sommaire de book, et puis on book, c'est quelque chose qui ressemble aux book séries. Voilà. Donc là, par exemple, c'est les types d'événements de consultation qu'on a reconnus au cours de cette journée. Là, par exemple, on a les logins, que je ne peux pas vous montrer. Et puis au-dessus, on avait aussi les différentes plateformes. Par exemple, chaque colonne qui est produit qui doit être noté via CSV Totalizer. Donc ça, c'est juste pour avoir une idée du traitement, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de produire effectivement un fichier CSV qui, après, sera exploité via un outil de type Excel ou de type Visio pour faire des beaux graphiques et des confronts. Voilà, je pense que j'ai été jusqu'au bout. Donc là, j'ai fait un exemple d'utilisation. Je crois que c'est bon. Si vous avez une question. Oui. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Je peux revenir. Oui. J'aurais une question. Oui. J'ai du mal à voir. Je comprends bien les outils, ce qu'ils font, mais j'ai du mal à voir quel est leur lien avec, comment dire. Quand je vais être un utilisateur lambda d'EasyParse, est-ce que je vais rentrer comme ça en ligne de commande ou est-ce que je vais avoir une interface dans laquelle je vais indiquer le fichier log que je veux faire analyser et derrière j'aurai une sortie CSV. Et quelle est la différence finalement entre cette interface web qu'on aura probablement et ces outils-là? Alors, c'est parce qu'on envisage plusieurs types d'usages d'EasyParse. Un des usages potentiels, c'est une installation en local. C'est-à-dire que, comme j'ai fait au début, l'utilisateur, il est informaticien dans son centre de doc, et puis il est capable d'installer un EasyParse pour avoir sa propre version locale.
Et donc, lui, il va être amateur d'outils de ce type-là qui vont lui permettre d'utiliser l'instance locale d'Easyparse sous forme de ligne de commande. Là, ce que je vous montre, c'est effectivement à usage soit d'un informaticien, soit d'un documentaliste qui a déjà quelques bonnes notions d'informatique. Mais ce n'est pas le seul usage. Effectivement, à terme, on proposera une interface web via le site Analogiste qui utilisera l'instance nationale d'Easyparse, donc installée sous Analogiste, et qui pourra proposer via cette interface web de télécharger un fichier de log et puis d'obtenir un résultat sous forme d'un fichier CSV qui sera téléchargé dans le navigateur de l'utilisateur. Ok. Voilà. Mais en fait, derrière la plateforme web, ça sera quand même ces outils-là et ces lignes de commande-là qui seront lancées sans que la personne le voit forcément, mais ça sera celle-là. En fait, on utilisera le web service d'Easyparse, donc le web service mais pour analyser les logs, donc via le navigateur. J'avais une autre question. Comme chaque ligne de log doit déterminer quel est son parseur, au fur et à mesure que vous allez alimenter, avoir d'autres parseurs, et ça peut être assez nombreux, vous craignez pas que ça ralentisse d'autant finalement le temps d'exécution? Potentiellement oui, mais on a aussi des outils, je ne les ai pas montrés, mais qui nous permettent de faire des benches sur l'analyse et qui en fait nous serviront à voir où il y a des points d'étranglement et à ce moment-là on essaiera d'optimiser les traitements. Ok. Et sinon j'aurais une question sur les procédures de validation que tu as montré au départ. Oui. Parce qu'en fait, le but pour arriver à analyser les lignes de log, alors je m'excuse, je parle doucement, mais c'est parce que j'ai un écho dans le téléphone. Donc en fait, on se met sur la plateforme, on fait un événement et on regarde quelle est la ligne de log obtenue. Hein? Et puis comme ça, on sait à quoi correspond le log et l'événement. Exactement. À partir de là, on fait un certain nombre d'opérations et on a une grille d'analyse. Le truc, c'est que quand on fait ça, on ne voit que les chemins que l'on prend. Et il y a peut-être plein de chemins auxquels on n'a pas pensé et qui peuvent être pris par n'importe quel lecteur, enfin utilisateur de ces ressources, auxquels nous on n'a pas pensé. Et du coup, ils vont échapper ils peuvent échapper au parseur. Oui. Alors effectivement, il y a deux types d'approches. Il y a l'approche effectivement où on va découvrir en fait la plateforme à analyser, et l'autre type d'approche, c'est à partir des fichiers de log, on regarde ce qui sort en fait pour la plateforme. Et donc on peut, c'est pas exclusif. Donc de toute façon, il faut commencer par l'analyse de la plateforme, explorer, et puis après, une fois qu'on a fait ça, on peut regarder ce qu'il y a dans les fichiers de log si on a bien tout reconnu. Mais c'est vrai que la validation, c'est quelque chose d'assez lourd. Oui, tout à fait. Ouais. C'est aussi pour ça que là, on n'en a fait que 4, parce que ça prend du temps. Et en fait, là, on a eu aussi, ça nous a pris du temps parce qu'à chaque fois, on avait un type différent, donc ça nous obligeait à adapter le parseur, à adapter Easyparse au fonctionnement du parseur. Mais bon, plus on va analyser de plateforme, plus ça ira vite. Et plus on sera capable de voir s'il y a des choses qu'on n'a pas identifiées. Mais est-ce que vous avez, c'était un autre sens de ma question, est-ce que vous avez une procédure d'analyse, comme tu disais, regarder les logs, mais comment dire, savoir quelles sont les lignes, par exemple, qui n'auraient pas été analysées par le parseur, pour se dire, bon ben voilà, ce type de ligne-là, je ne sais pas à quoi ça correspond, et il faut que je cherche ce que je dois en faire. Alors, pour l'instant, on n'a pas de procédure automatique, mais on a quelque chose qui ressemble pour ce qui concerne les bases de connaissances, par exemple. Les bases de connaissances, il va s'agir de faire correspondre un identifiant interne de la plateforme avec un identifiant de type ISSN. Et donc là, pareil, on peut s'amuser à lister toutes les ressources de la plateforme, genre pour faire la correspondance.
s'il n'y a pas de fichier disponible sur le site des éditeurs, parce que des fois ils le mettent en ligne, ou alors l'autre approche, c'est par exemple, EasyParse, quand il va essayer de faire l'identification, s'il ne trouve pas l'ISSN dans la base de connaissances, eh ben, il peut générer un fichier à remplir pour compléter, si tu veux, la correspondance entre l'identifiant interne de la plateforme et puis l'ISSN. Ok. Et il y aurait quelque chose d'un peu similaire au niveau de l'analyse générale? Pour l'instant, il n'y a pas, mais si effectivement, si ça se révèle être un besoin, on pourra le lister et puis le prioriser. Mais en tout cas, là, c'est vrai que je vais noter ça pour qu'on réfléchisse à effectivement peut-être un outil qui le fasse. Ok, moi c'est tout ce que j'avais à poser comme question. Bah, moi, je vais compléter sur la dernière question de Dominique. En fait, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris, donc quand on est sur une plateforme à base de connaissances, est-ce que ça arrive que l'éditeur ne veuille pas donner les correspondances entre ces numéros internes, par exemple, et des ISSN, là, selon l'expérience de l'INIST? En fait, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que c'est bien quand il le fait. Parce que il y en a certains qui mettent à disposition des listes, ce type de liste pour que via un intranet ou via une plateforme, on puisse faire des liens automatiques vers les revues. D'accord. Donc, des fois, ils font l'effort, mais ils peuvent ne pas faire l'effort. D'accord. S'ils ne font pas l'effort, bon. C'est-à-dire que des fois, ils n'ont même pas l'information en interne. Pas forcément. Dans leur propre système de gestion, quoi. Ils l'ont peut-être, mais il n'est pas à disposition. Oui. En tout cas. Non, parce que je veux dire qu'après, ça, c'est quelque chose qui peut se demander, à faire partie du cahier des charges d'une négociation ou des choses comme ça, pour que ça soit cadré et qu'on soit sûr de pouvoir avoir les bases de connaissances qui vont bien pour développer nos parseurs. Oui, tout à fait. Bon, voilà, c'est une idée en passant. Ça, Thierry, c'est un peu un... Est-ce que tout le monde m'entend? C'est Thomas. Oui. Bonjour. C'est un peu un chantier qui est en route avec BSN 7, la spécification de ce qu'on attend d'un éditeur, et notamment la correspondance entre des identifiants internes et des métadonnées pour identifier les revues, par exemple. Ah, oui. Donc, je ne sais pas que là vous avez posé des questions, mais sinon d'un point de vue plus général, quel retour vous avez? Est-ce que ça vous paraît, comment dire, ça vous éclaire sur la progression, enfin je sais pas quel. Si, tout à fait. Moi, je pense que vous avez vachement bossé quand même là-dessus. Hein. Et surtout sur la partie documentation, qui est en général laissée de côté. Alors, bon, c'est pas non plus. C'est aussi parce qu'on compte bien sur la participation sur des collaborations en fait. Hein. Si on a fait cet effort, c'est qu'on se dit, pour analyser les plateformes, plus ça sera facile et plus potentiellement on aura de contributeurs. La première partie, en fait, qui consiste à analyser la plateforme, c'est assez fastidieux, mais c'est faisable. Si on peut avoir des collaborations pour le faire, c'est autant de travail qui nous sera évité et donc qui nous permettra de progresser plus vite sur les autres aspects. Il me semble que la façon dont vous avez commencé à faire ce travail est très judicieuse et très bien faite. Je l'avais déjà dit sur Pivotal, je le répète ici pour tout le monde. Et je voulais savoir, c'est un point de détail, mais est-ce que on pourrait intégrer à la liste des plateformes qui sont déjà traitées et la liste des plateformes en cours, la liste des plateformes pour lesquelles l'INIST a déjà des parseurs qui ne sont pas encore adaptés à EasyParse, mais pour lesquels on a déjà des informations, etc. Pour que quand on va commencer à ouvrir
la participation à l'extérieur, les gens se lancent pas sur des plateformes que vous avez déjà sous le coude, les rendre déjà publiques. Alors, en fait, je suis un peu réservé sur cet aspect-là parce que je me dis que même si on a déjà des parseurs qui fonctionnent sur des plateformes, sur d'autres plateformes, le truc c'est que elles ne sont pas potentiellement plus compatibles. Voilà. Ah, d'accord. Trop vieilles, dépassées. Donc je pense que ça serait presque mieux de repartir, si tu veux, de quelque chose de neuf, complètement neuf. Voilà. C'est-à-dire que d'accord. On n'a pas, si tu veux, dans les parseurs qu'on a développés, enfin que j'ai développés, j'ai pas pris le temps de faire une documentation comme elle est actuellement là pour chacune des plateformes avec j'en ai que quelques-uns, je dois en avoir 3 ou 4 qui sont vraiment détaillés comme c'est le cas là. Sinon, le détail est un peu dans le code et c'est beaucoup moins lisible et c'est pas. Donc, je préférerais que on fasse les choses proprement. Donc, quitte nous, au moment où on veut écrire le parseur, on va regarder. D'accord. Mais là, c'est la deuxième étape. Et le processus. C'est vrai que ta suggestion peut être bien dans le sens où on pourrait mettre sur la page des plateformes les à faire, les en cours et les faits. En fait. Et oui. Effectivement, la remarque est bonne dans le sens où il n'y a pas les à faire. Voilà. Bah voilà, quelque chose de cet ordre-là, avec ça donne aussi des idées de par où commencer, parce qu'il me semble qu'il y a une partie de ce projet qui est difficile à investir pour les gens de l'extérieur quand ils savent pas par où commencer. Et peut-être leur donner une liste de les parseurs auxquels on pensait s'attaquer, ça pourrait être pas mal. Oui, tout à fait. Et puis moi j'abonde là-dessus et puis je me demande en fait aussi en termes de calendrier en fait à quel moment ça peut être opportun de commencer ce processus si ce n'est de développement des parseurs, d'analyse des plateformes. Est-ce qu'il faut mieux attendre que le logiciel soit plus avancé ou bien est-ce que vous pensez qu'on peut commencer assez rapidement? Parce que en fait moi c'est vrai que là bon c'était juste une démo donc c'est vrai que j'aimerais bien par exemple en essayer un pour voir effectivement parce que c'est toujours en faisant ou en essayant de faire qu'on voit réellement en fait comment ça fonctionne et si c'est facile ou non. Je dirais que l'objectif de ce sprint, c'était de mettre tout à disposition, de faire le maximum pour que justement ça soit possible. Donc là, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça a l'air hyper complet, mais voilà, après, il faut effectivement se lire toute la doc, hein, mais voilà. Donc pour moi, si tu veux, on peut commencer. D'accord. S'il y a des volontaires, on peut commencer. Si j'ai envie de me faire ACS demain matin, je peux commencer. Voilà. Alors, non, mais... le premier retour, si tu veux, avant l'analyse de la plateforme, c'est carrément sur la rédaction de la documentation de l'analyse de la plateforme. C'est-à-dire, est-ce que tu la comprends, est-ce que c'est pas clair, et donc là, au fur et à mesure, on va la compléter pour que ce soit plus facile pour la suivante. Absolument. Voilà. Et j'ai une question parce que, ok, sur la mutualisation et sur la participation de d'autres personnes, et il y aura j'espère qu'il y aura des volontaires, mais comment vous allez, qualifier ou accepter le parseur de quelqu'un? Alors, donc, le processus, on va utiliser les mécanismes qui sont propres à GitHub pour valider, poster des choses. Et puis, ce qui sera important aussi, c'est les tests de validation des parseurs. Hein. Donc, il faudra qu'il y ait des fichiers qui permettent de valider. Mais bon, c'est sûr que
Oui, c'est plutôt ce point de l'analyse, c'est pas sur la partie Git que je me posais des questions, c'est plutôt sur la partie, voilà, est-ce que l'analyse du parseur, elle est correcte? Ok, le parseur, il peut tourner, mais est-ce que l'analyse derrière, elle est correcte? Est-ce qu'elle prend tout en compte? Parce qu'il est toujours possible de faire compter quelque chose par un parseur. La vraie difficulté, c'est de lui faire compter les bonnes choses, de ne pas en oublier, de ne pas en compter trop. Et ça, c'est extrêmement facile, en fait, à faire. Oui. Alors effectivement, là, pour l'instant, on n'a pas, par exemple, mis en place les mécanismes de dédoublonnage de type counter, etc. Ouais. Ce qu'on pense faire en interne, c'est une validation, comment dire, un peu manuelle des parseurs. C'est-à-dire que chez nous, il y a des gens qui ont déjà commencé à explorer les plateformes en disant, voilà, là, je me connecte, il est telle heure, j'ai fait une revue de sommaire de telle revue, j'ai consulté un article PDF, deux articles PDF de cette revue, etc. Et donc, on leur demande de noter tout ce qu'elles font, et ça nous permettra ensuite d'aller voir dans les logs, et puis de faire la correspondance. Alors, je ne sais pas si on fera la validation manuelle de tous les parseurs, mais plus on aura une validation de ce type, et meilleure sera la reconnaissance. Ouais. Alors après, on pourra éventuellement, donc du coup, qualifier les parseurs, dans le sens où on va dire, voilà, ce parseur-là, il a été vérifié manuellement, et donc on sait qu'il est à 100% de reconnaissance, ou à 70%, ou à... Voilà. Mais encore une fois, je suis d'accord avec cette procédure, mais c'est parce que je me suis heurté à ça il y a pas très longtemps. On peut effectivement faire des opérations de consultation sur un site, mais par exemple en bon bibliothécaire, moi je vais bien suivre les procédures. Voilà, je vais faire quelque chose de parfaitement ordinaire, mais il y a plein de chemins auxquels je ne vais pas penser, parce qu'il y a des voies vraiment multiples pour arriver aux articles. Et il y en a, je vais pas y penser, mais bon, je les connaîtrais, mais je vais pas y penser sur le moment. Puis il y en a d'autres, je les connais carrément pas parce que les lecteurs, ils ont trouvé vraiment 10 000 autres voies pour y arriver, quoi. Et c'est ça qui risque d'échapper finalement, parce que ça peut laisser des traces différentes. Ça revient à ta question de tout à l'heure. Ben oui. Et, donc effectivement, enfin, on n'a pas d'outil qui le fait. Facilement, mais il y a des techniques, c'est-à-dire que on fait des greffes sur les logs, et puis on fait des dédoublonnages, on les trie, etc. Et c'est une espèce de tamis, hein, en fait, et puis à la fin, mais il reste des trucs, et ben on regarde si on les a analysés ou pas, est-ce que c'est valide ou est-ce que c'est pas valide. Mais effectivement, il y a une partie de la validation du parseur, c'est ça. On a quand même l'impression que le type de log ou le type d'URL que peut produire un Easy Proxy, même pour une plateforme compliquée, est de toute façon d'ordre fini. Enfin, en dehors évidemment de la diversité quasiment infinie des paramètres, mais c'est quand même même s'il y a de nombreux chemins, on reste toujours sur un nombre, je sais pas, de l'ordre de peut-être plusieurs dizaines, mais pas des millions non plus, quoi. Enfin, je sais pas. En plus, c'est l'idée que je m'en fais en ayant regardé un petit peu les logs d'Easy Proxy chez moi, quoi. Mais oui, les logs en eux-mêmes, si tu prends tout le log, il a toujours effectivement la même tête, et il est coupé en parties comme ça a été montré sur un des sprints. Ouais. Mais c'est à l'intérieur de la partie URL qui nous intéresse. Oui, non, mais c'est bien ça, ouais. Et c'est là où il y a beaucoup plus de variété possible. Moi, je ne l'ai pas encore fait sur les plateformes des éditeurs, mais je pense que je vais essayer de prendre du temps pour m'y amuser. Mais j'ai fait ça sur les logs de Koha. Eh bien, c'est pourtant, voilà, on connaît, on sait ce que c'est qu'un opaque, etc. Et je ne suis que sur la partie opaque. Eh ben, j'ai fait bien sûr cette partie d'analyse. Voilà, je fais une interrogation, je fais ça, je rebondis, je clique sur une facette, etc. J'ai fait plein de trucs comme ça. J'ai eu les logs. Il n'empêche que j'en ai plein dans les logs. Je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas ce que c'est. Et la variété est beaucoup plus grande que ce qu'on imagine, parce que les chemins pour arriver ne sont pas tous ceux auxquels on pense, et ça laisse plus de traces que ce qu'on imagine. C'est juste parce que j'ai été confronté à ça, quoi. Ah ouais. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que, bon, là on parle d'événements de consultation en général, mais on a quand même l'objectif de cibler les articles en PDF ou les articles de texte, et donc c'est quand même un sous-ensemble qui fait que ça restreint le nombre d'URL à considérer. Oui, tout à fait, c'est vrai.
Le espace peut être utile pour y arriver, mais l'URL d'arrivée est généralement unique ou peut-être double, mais pas beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle je ne comprenais pas bien l'infection de Dominique, en fait. Oui, mais c'est vrai que si on se concentre, et c'est l'objectif effectivement, sur un type d'événement de consultation, et plus particulièrement les PDF ou les articles en HTML, c'est vrai que ça diminue nettement ce problème-là, oui. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions ou s'il n'y a pas de... Je sais pas, vous avez d'autres remarques peut-être? Ben non, maintenant il faut qu'on se lise toute la documentation. Voilà. Et donc sinon, pour la suite, avant de se quitter, donc ce qu'on a prévu, donc c'est une sprint planning lundi avec donc une partie des gens qui sont ici. Thomas aussi sera là, je crois. Oui. Donc pour en fait faire le programme du sprint suivant, qui bon. Pour l'instant, j'en ai une petite idée, ça sera orienté reconnaissance de différents types de logs, pas que des DigiProxy en fait, pour voir multiplier les cas d'usage, toujours dans cette idée de collaboration avec d'autres partenaires. Et puis, bon, bien sûr, on continuera à analyser les parseurs. Mais bon, ça on le définira plus précisément lundi. Et donc les dates, je ferai un doodle pardon, pour la date de fin de sprint. Donc ça serait a priori soit, je crois que c'est le 22 ou la semaine suivante, 22 février ou la semaine suivante, selon qui sera dispo. Sachant que donc Yannick va probablement prendre une semaine de vacances. Donc, voilà, ça risque d'être un sprint court, potentiellement. Mais bon, je mettrai un doodle et puis on verra. Donc voilà pour les perspectives. Si vous avez donc des demandes, vous voulez absolument qu'on travaille sur une plateforme, bon, faites-le remonter et puis donc on priorisera ça, on en parlera lundi. Il n'y aura pas besoin au niveau de l'analogie d'avoir un outil pour, enfin, un moyen de communication entre les différents collaborateurs pour qu'ils disent attention, moi je commence à me lancer là-dessus. Éventuellement, il n'y ait pas une. Alors, deux analyses. d'un point de vue com, on a plusieurs solutions. On a le wiki, on a une page Facebook sur UniParts, on a Twitter, donc on peut, c'est les moyens, et puis il y a la liste doc.vel. Là je pense que vraiment on a de quoi faire. Donc après il faut choisir. Après, si on parle effectivement d'un espèce de tableau dans lequel chacun pourrait se comparer d'une plateforme dispo, on va imaginer une application wiki, ça me paraît une espèce de tableau de bord. Ouais, je pense que dans le wiki, chacun a modifié au fur et à mesure qu'il avance, il a trouvé des trucs, etc. Moi j'ai déjà des éléments, comme vous avez dit, sur les plateformes juridiques. C'est peut-être pas la priorité numéro 1, mais je peux déjà les mettre en ligne. Mais c'est vrai qu'effectivement, un espèce de tableau blanc sur le wiki, puisque c'est quand même la porte d'entrée, pour savoir si les gens, enfin, si quelqu'un s'est lancé sur telle analyse, ça peut être une information intéressante, effectivement. Oui, tout à fait. Là, je commence à imaginer quelque chose dans la page des plateformes, là, effectivement un tableau qui dirait voilà, les affaires, les en cours, et puis qui est dessus. Et, voilà. Sachant que notre intérêt, c'est de centraliser, d'avoir un endroit où il y aurait la documentation, et cet endroit, ça sera forcément analogique. Et donc, pour que les gens ne partent pas en même temps dans des directions différentes. Stocker éventuellement l'état d'un parseur dans le manifeste. Il faudrait éventuellement utiliser le manifeste pour... au final, toute la liste en fait serait une même.
c'est quelque chose qui fait bien. J'aurais une question, mais qui est pas directement en lien avec ce sprint-là, mais les temps d'analyse des fichiers log va quand même être relativement long, parce que là, on a eu quelques minutes pour une journée. C'est pas sûr que nous, enfin, je sais pas si les universités vont se lancer à des analyses journalières, mais sur le site d'Analogist, est-ce qu'il est envisageable d'avoir finalement un système de cron tab pour dire, bah voilà, je m'inscris pour que mon fichier soit analysé quand il aura le temps éventuellement, pas forcément dire tel jour à telle heure. Tout à fait. En fait, ce qu'on a prévu, c'est que, bon là, on essaye de travailler au maximum en flux tendu. Oui, mais, oui. ce qui est prévu, c'est qu'effectivement, si jamais le traitement, donc là, après, on verra comment on estime que le temps de traitement serait trop grand. Mais sinon, ce qui est prévu, c'est de dire, voilà, suite au poste d'un fichier de log, au dépôt d'un fichier de log, eh ben, l'utilisateur reçoit un lien qui lui dit, voilà, le résultat, il se trouvera à cette adresse et vous serez prévenu quand ça sera terminé. Hmm. Voilà. Le principe, l'architecture qu'on a prévue. Donc, bon, pour l'instant, ce n'est pas forcément nécessaire parce que les temps de réponse sont relativement courts et donc, tant qu'à faire, autant avoir le résultat tout de suite. Mais c'est prévu. Parce que c'est vrai que moi, typiquement, je vois, on va pas, enfin, je sais pas pour les autres universités, mais moi, si j'avais à faire ça, je ferais pas des analyses de log jour par jour, quoi. Je le ferais au maximum mois par mois. Donc déjà, on augmente quand même considérablement le temps. Oui. Le fait d'utiliser le web service, justement, c'est aussi pour permettre de prévoir des procédures automatiques aussi, d'avoir des scripts qui lancent et qui postent des données, et donc automatiser des choses de façon à ce que ça soit pas forcément l'utilisateur qui soit obligé de déposer puis d'attendre un résultat, etc. Hmm. Ok. Donc ça sera pas dans le prochain sprint. Oui, non, mais c'est effectivement pas la... Ou l'autre d'après. Hmm. Parce qu'après, on va aussi entrer dans la problématique de l'authentification. Et donc ça, c'est une partie importante. Ok. Bon, voilà. Et, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions qui viennent après, n'hésitez pas. On est dispo. Je pense que ça va venir si vous essayez de lire la doc et de comprendre. Je pense qu'on va avoir un retour. En tout cas, merci. C'est nous. Merci à tous. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.